Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue après ça à Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Adventure Tactique Dominion's Tower. C'est un jeu qui a été édité en 2021 chez Lettyman Game après une campagne Kickstarter. C'est un jeu de l'auteur Nicolas Yu qui se joue de 1 à 5 joueurs et dont les parties vont durer de 45 à 90 minutes. Le but du jeu va être de remporter la campagne et de vaincre la méchante reine Dominion pour ramener l'ordre dans le royaume. C'est un jeu coopératif de combat tactique dans lequel chaque personnage qu'on incarne aura son propre deck de cartes et on va jouer des cartes pour faire des actions et lancer des dés pour faire des attaques pour essayer de gagner les différents combats. C'est un jeu aussi avec un système d'évolution de classes, donc après chaque scénario on va monter de niveau et on va pouvoir choisir des niveaux dans plein de classes différentes, un peu à la Final Fantasy tactique, donc pour dévorer des classes élites et avoir des nouvelles habilités, ajouter des nouvelles cartes dans notre deck, enlever des nouvelles cartes, donc on va faire évoluer notre personnage qui va gagner plein de nouvelles habiletés et on va aussi gérer son deck de la manière qu'il va évoluer. Alors, Adventure Tactique Dominion Tower, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on va vous donner une question du jour pour participer au concours du lundi pour le mois de mars 2021. Avant de commencer une campagne, il faut organiser les différents types de cartes dans la boîte de jeu pour bien s'y retrouver entre nos parties. On va utiliser les différents séparateurs qui sont fournis dans le jeu pour classer les cartes par différentes catégories. Et on a un petit rappel dans le livret d'instructions à la première page. On nous dit comment classer et où mettre quelle carte dans quelle catégorie. On va ensuite devoir créer les personnages qu'on veut utiliser pour notre campagne. On va utiliser un minimum de 3 personnages et un maximum de 5 personnages. Donc si vous jouez à moins de 3 joueurs, un joueur devra contrôler plus d'un personnage. On va donc regarder comment créer un personnage. Premièrement, on va prendre le plateau joueur de ce personnage. Ici, c'est celui de Roberta. On va ensuite pouvoir prendre soit sa figurine ou son standee, son jeton d'initiative, 2 cubes pour indiquer ses points de vie, ainsi que sa boîte qui est personnalisée à son image. On doit ensuite choisir la classe de départ pour Roberta. On a le choix entre 5 classes de départ. On a le guerrier, l'archer, le voleur, le cléric et le magicien. On peut choisir n'importe quelle des 5 classes pour Roberta, même si son image est associée à la classe du guerrier. On va donc conserver la carte de départ de la classe qu'on a choisie pour commencer à créer notre personnage ainsi que son deck de cartes. Disons qu'on choisit la classe de guerrier pour Roberta, donc je vais garder cette carte et je vais remettre les autres dans la boîte de jeu pour pouvoir créer mes autres personnages. On va ensuite aller chercher la carte de classe de ce personnage et là on va le placer sur notre plateau personnel à l'endroit indiqué. Donc c'est la carte du guerrier qui nous donne quelques informations dont le déplacement, la portée de nos attaques de base et le nombre de dés et la couleur des dés qu'on va lancer pour nos attaques de base. On voit ici que c'est un dé rouge. Ensuite, on va regarder sur notre carte de départ, on va avoir le nombre de points de vie. Donc ici, j'ai 7 points de vie qu'on va utiliser les cubes verts, donc la première colonne pour les dizaines et la deuxième pour les unités pour pouvoir compter le nombre de points de vie qu'on a pendant les parties. Ensuite, sur la carte de départ, on va nous dire quelles cartes aller chercher, donc les pouvoirs qu'on va commencer et quelles cartes seront ajoutées dans notre deck qui viennent de la classe du guerrier. Premièrement, on a un class feature qui est Shake It Off, donc on va aller chercher dans les cartes class feature et on peut aussi le placer sur notre plateau personnel puisqu'on peut commencer une partie avec un class feature déjà équipé sur notre plateau et comme c'est notre seule carte de class feature, on va la placer à cet endroit. Lorsque notre personnage va évoluer, qu'on a plusieurs cartes de class feature, on va toujours en choisir une pour placer sur notre plateau et les autres seront placées soit dans notre deck ou on pourra les placer dans notre boîte si on ne veut pas les avoir pour un scénario. On a ensuite une habilité passive qui est Tough. On va donc aller chercher la carte d'habilité passive et on va aller la placer dans un des 3 emplacements d'habilité passive. C'est une habilité qui me donne 3 points de vie maximum. Donc au lieu d'avoir 7 points de vie, on va plutôt être à 10. Donc on va déplacer nos cubes en conséquence. On va ensuite fabriquer notre deck de cartes. On a 5 cartes qui proviennent de la carte de base. Donc ici, on nous dit d'aller chercher 2 fois la carte Rock Toss. On va aller chercher dans les cartes d'habileté. On a 2 fois la carte Charge.
On va avoir une fois la carte Basic Attack et en plus de ça, on va ajouter pour finir notre deck de départ 3 cartes de Basic Move ainsi que 3 cartes de Basic Attack, ce qui fait un total de 11 cartes pour notre deck de départ. On va donc le mélanger et le placer à côté de notre plateau. Plus tard dans la campagne, lorsqu'on réussira à battre des boss, on va aussi gagner des objets, donc des cartes d'items, que ce soit des armes, des armures ou des accessoires. Au début d'une partie, on peut placer une carte d'arme, une carte d'armure et une carte d'accessoire autour de notre plateau personnel pour que ces cartes commencent en jeu. Si on a plus qu'une arme, les autres cartes peuvent être placées dans notre deck de cartes ou bien dans notre boîte si on ne veut pas les utiliser dans ce scénario. Une fois nos personnages créés, on est prêt à aller commencer la campagne. On va donc lire la petite introduction dans la première page du guide de campagne qui va nous donner des informations sur chacun des personnages. On va ensuite avoir un choix à faire, donc il va se passer quelque chose à l'endroit où on se trouve et on va devoir choisir l'option 1 ou l'option 2. Et selon l'option qu'on va choisir, on n'aura pas le même combat, on n'ira pas combattre le même boss et on ne s'en ira pas à la même place dans l'histoire. On va donc choisir l'option A, on va aller défendre le village, donc défendre les portes du village qui se font attaquer par des gobelins. On va ensuite aller à la page indiquée et on va nous donner les informations nécessaires pour pouvoir placer le plateau de combat. Donc on va nous dire comment le placer, quel boss on va affronter, ça va être quoi aussi ses minions. Donc on va aller faire la mise en place du scénario en tant que tel selon les informations qui nous sont données dans le guide de campagne. Premièrement, le scénario va nous dire de placer certaines tuiles pour former le plateau de combat. Par la suite, on va nous donner une zone jaune qui est la zone qu'on peut utiliser pour placer nos héros au début du scénario. Et on va aussi nous indiquer les ennemis de départ à placer sur la carte. On va nous indiquer contre quel boss on va devoir se battre. Donc ici, c'est Rigby, l'espèce de commandant gobelin. On va donc aller prendre son deck de cartes, de 10 cartes qu'on va mélanger et qu'on va placer à côté du plateau. Ce sont ces cartes qui vont nous dire comment les ennemis vont agir tout au long du scénario. Dans ce scénario, on nous demande aussi de placer un minion gobelin et un archer gobelin en réserve qui pourront arriver au cours du scénario si un événement se produit. À côté du plateau, on va placer les 2 jetons d'initiative des ennemis. On va se faire une réserve avec les dés. On va se faire une réserve avec les jetons de points de dégâts. Une réserve avec les jetons de statut. Et on va aussi placer la carte du nord vers le haut. Et on va placer le deck de cartes direction juste en dessous. Si jamais on a des effets de jeu qui demandent de se déplacer ou d'attaquer de façon aléatoire, on va utiliser ces cartes-là pour déterminer la direction du déplacement aléatoire. Pour une partie à 3 joueurs, on commence aussi avec 2 potions de résurrection. On va pouvoir les utiliser à chacun des scénarios si jamais on a des aventuriers qui atteignent 0 point de vie et qui sont knock-out. Une partie de Adventure Tactique Dominion Tower se joue en plusieurs rondes de jeu. À chaque ronde de jeu, les joueurs vont piocher des cartes pour remplir leur main de cartes et c'est avec celles-ci qu'ils vont pouvoir faire des actions durant la ronde. On va ensuite déterminer l'initiative en mélangeant de façon aléatoire les différents jetons d'initiative pour déterminer l'ordre de jeu pour la ronde. Ensuite, en suivant l'ordre d'initiative, les joueurs ainsi que les monstres vont s'activer et les joueurs vont tenter d'accomplir l'objectif qui est demandé par le scénario. Dans ce cas-ci, c'est de vaincre Rigby, le lieutenant ou le capitaine gobelin pour pouvoir l'emporter. Mais on a aussi un objectif secondaire qui est de battre tous ses minions. Donc si on réussit l'objectif secondaire, en plus de l'objectif principal, on aura des récompenses supplémentaires. Les monstres vont s'activer à chaque fois qu'on aura le jeton d'initiative des monstres et on va tout simplement piocher la première carte du deck de boss qui va nous dire quels ennemis vont s'activer et quelles attaques ils vont effectuer. Si jamais on ne réussit pas l'objectif du scénario, en fait pour perdre le scénario, les joueurs, évidemment si tous les joueurs sont à 0 point de vie en même temps, on va perdre automatiquement le scénario. Et si jamais on a utilisé nos 2 potions de résurrection et qu'un joueur tombe à 0 point de vie, à ce moment-là on va aussi perdre automatiquement le scénario. Dépendamment des scénarios, on peut avoir d'autres objectifs pour le réussir ou pour le perdre qui vont être propres aux différents scénarios. La première phase de jeu dans une ronde est la phase de pioche. Chacun des héros va piocher les cartes de son deck jusqu'à temps que sa main soit pleine. La taille d'une main normale est de 4 cartes, mais on peut avoir des habiletés passives qui peuvent augmenter la taille de notre main. Après avoir pioché leur main initiale, les joueurs peuvent bénéficier d'un mulligan, c'est-à-dire qu'ils peuvent défausser toute leur main de carte, la remettre dans leur deck, le remélanger et piocher une nouvelle main de carte. Chaque personnage peut effectuer son mulligan une fois au début du scénario.
On passe ensuite à la deuxième phase qui est la phase d'initiative. On va utiliser les jetons d'initiative des 3 héros ainsi que les 2 des ennemis pour les mélanger et déterminer l'ordre d'initiative pour cette ronde de jeu. On va donc prendre tous les jetons, on va les mélanger de façon aléatoire lorsqu'ils sont face cachée. On va ensuite les placer de façon à former une ligne sur la table et on va révéler les jetons d'initiative et l'ordre de tour de jeu sera déterminé de gauche à droite. Donc ce sera les ennemis en premier, par la suite le cléric, ensuite l'archer, la guerrière et finalement les ennemis qui vont jouer à nouveau. Certaines habiletés peuvent influencer le cours de l'initiative. Par exemple, notre archer a une habileté passive de scout qui lui permet de changer la position de son jeton d'une place sur l'initiative. Donc il peut avancer d'une case ou reculer d'une case avec un autre jeton. Donc il pourrait décider de changer de place avec le cléric pour jouer en deuxième. Si les joueurs ne sont pas satisfaits de l'ordre d'initiative, ils peuvent dépenser une de leurs potions de résurrection pour remélanger les jetons d'initiative et refaire la ligne d'initiative à nouveau. On passe ensuite à la phase d'action. Les tours de jeu vont s'exécuter selon l'initiative. Donc ici, ce serait l'archer que j'ai placé en premier pour vous montrer les fonctionnements d'un héros avant de vous montrer le fonctionnement des monstres. Un héros possède 2 actions à son tour de jeu et il peut exécuter des actions de plusieurs façons. Premièrement, il peut jouer des cartes de sa main, des cartes de class feature qui sont sur son plateau ou des cartes d'équipement qui sont équipées en haut de son plateau pour exécuter l'action qui est sur ces cartes. Lorsqu'une carte est jouée, elle est tout simplement placée dans notre défausse. Un joueur peut aussi défausser n'importe quelle carte qu'il a en main pour se déplacer de la moitié de son déplacement de base. Donc si je défausse, exemple, ma carte d'attaque ici, je pourrais me déplacer de la moitié de mon déplacement qui est de 4. Donc la moitié de 4 serait 2. Ce qui permet aux joueurs de se déplacer si jamais ils n'ont aucune carte en main qui leur donne des points de déplacement. Si un joueur possède une carte d'équipement dans sa main et qu'il y a des emplacements libres au-dessus de son plateau pour des cartes d'équipement, il peut prendre une action pour prendre la carte d'équipement et la placer dans le haut de son plateau, ce qui lui permet de garder plus de cartes pour les prochains tours de jeu. C'est la même chose avec les cartes de class feature, donc je pourrais utiliser une action pour prendre une class feature dans ma main et la placer sur l'endroit sur mon plateau personnel. S'il y a déjà une carte de class feature, je vais la remplacer, défausser l'ancienne. Et si jamais l'emplacement était libre, on va tout simplement placer la carte de class feature sur notre plateau. Donc, comme première action, je pourrais jouer une carte de déplacement de base. Donc, je vais la placer dans ma défausse. Et ça va me permettre de faire un déplacement égal à mon déplacement de base sur ma carte personnage. Donc ici, je peux effectuer un déplacement de 4 cases. Les déplacements doivent se faire de façon orthogonale, donc vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche. On ne peut pas se déplacer en diagonale, à moins d'avoir une habileté qui nous le permet. On ne peut pas passer dans une case qui est occupée par un autre joueur ou par un monstre. Certains jetons comme des murs peuvent empêcher le déplacement. On ne peut donc pas se déplacer par-dessus des jetons de mur. On a aussi des jetons d'obstacle. Pour entrer sur une case qui a un jeton d'obstacle, ça va nous coûter 2 points de déplacement. Il y a aussi des murs de feu, on peut se déplacer au travers, mais généralement on aura une conséquence négative, on devra subir des dommages et ça sera inscrit dans les différents scénarios où on retrouvera ces murs ou murs de feu ou obstacles. Donc mon archer pourrait tout simplement se déplacer de 4 cases, 1, 2, 3, 4, pour se rapprocher des ennemis et les attaquer. Pour ma deuxième action, je pourrais jouer ma carte d'action de base pour faire une attaque de base sur un des ennemis en prenant le dé qui est indiqué sur mon personnage. Donc mes attaques vont faire un dé noir. Et ici, j'ai la portée de mon attaque entre 2 et 5 cases. Mais j'ai aussi la carte Quick Shot qui me permet de faire 2 attaques de base sur 2 cibles différentes, ce qui serait encore mieux dans mon cas. Donc je vais décider de jouer cette carte pour effectuer mes 2 actions de base sur les 2 cibles qui sont à ma portée. Lorsqu'on calcule la portée des ennemis, on va toujours compter le nombre de cases, mais on va aussi compter la portée en diagonale. Donc les 2 ennemis qui sont ici sont à l'intérieur de ma portée maximale de 5 cases. On doit aussi avoir une ligne de vue sur les ennemis qu'on veut attaquer à distance. Pour calculer la ligne de vue, on va prendre un des coins de notre case et on va tracer une ligne droite avec un des coins de la case de l'ennemi. Et cette ligne ne doit pas être traversée par aucun obstacle ou aucun autre ennemi.
Ce qui veut dire que les autres personnages ne bloqueront pas notre ligne de vue. Dans le fond, les autres héros sont nos alliés et ils ne bloquent pas notre ligne de vue. Et ce sera le même principe avec les monstres. Donc les monstres ne bloqueront pas la ligne de vue des autres monstres, mais vont bloquer celle des héros et vice-versa. On peut aussi avoir évidemment des murs qui peuvent bloquer la ligne de vue. Donc ici, comme la ligne de vue traverse le mur, à ce moment-là, l'ennemi n'est pas à la portée de mon attaque. Mais dans le cas suivant, on peut facilement tracer une ligne avec chacun des deux ennemis qui ne traverse aucun autre ennemi ou aucun obstacle ou mur. Je suis donc à portée de vue de ces deux gobelins. On va donc faire une attaque de base sur chacun d'eux. On va commencer par le minion, donc je vais lancer un dé noir. Et le nombre de dégâts, ici j'ai roulé un 2, donc je vais faire 2 dégâts au minion numéro 1. Et on va aller placer les petits jetons de dégâts sur sa case de personnage dans le livre. Ensuite, on fait la même chose pour attaquer le boss qui est ici. Et le boss, je fais seulement un dégât. Donc je vais aller le placer sur sa case à lui aussi dans le livre de scénario. On voit aussi la valeur de points de vie des monstres dans le livre. Donc selon le nombre de joueurs, les monstres vont avoir de plus en plus de points de vie. Donc pour une partie à 3 joueurs, le boss a 15 points de vie au total. Et ici, chacun des minions a 8 points de vie et les archers en ont 5. Les deux actions de mon archer sont terminées, ce qui devrait normalement être fin à son tour de jeu, à moins de jouer des actions gratuites que l'on peut reconnaître par les icônes jaunes qui ont une étoile. Donc je pourrais jouer ma carte de Class Feature pour faire une action gratuite, ce qui me permettrait de faire une action de déplacement de base pour me reculer. Mais je décide de ne pas le faire et de simplement mettre fin à mon tour de jeu. Pour se rappeler que le tour de l'archer est terminé, on peut tout simplement retourner de l'autre côté son jeton d'initiative. Avant de vous expliquer le tour des monstres, je vais vous montrer quelques concepts d'attaque que nous n'avons pas couverts avec ce tour de jeu. On a aussi des cartes qui ont des attaques de zone. Donc ici, je montre des cartes des archers. Lorsqu'il aura monté de niveau, il pourra obtenir ces cartes. Donc ici, on a la carte Point Blank qui me permet de faire une attaque à une distance de 1, mais qui va attaquer de 2 dés noirs, donc pour attaquer les cibles qui sont adjacentes à nous. Lorsqu'on fait une attaque avec une portée de 1, on peut attaquer n'importe quelle case qui est autour de nous, même les diagonales. Et on a la carte volée de flèches, donc une pluie de flèches, qui va me permettre de faire une attaque de zone. Donc ici, l'icône d'explosion avec un numéro indique une zone d'effet pour cette attaque. Donc une zone de 1 dit que la case qu'on va viser, on va attaquer toutes les cases qui sont autour de celle-ci. On voit que la portée de l'attaque est de 1 à 5, donc je vais choisir une case qui fait partie de la portée 1 à 5, et ce serait la case que je vais viser pour faire cette attaque, et ensuite toutes les cases adjacentes à une case de la case que j'ai ciblée recevront cette attaque qui va leur faire un dé bleu de dommage et qui va leur donner le statut de ralentissement. Donc, par exemple, je pourrais choisir une case à une portée de 5. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Cette case-là touche aux deux gobelins qui sont là. Donc, je pourrais cibler ces deux gobelins avec ma pluie de flèches, ce qui leur ferait un dé bleu de dégâts. Donc, par exemple, ici, ça pourrait leur faire 5 de dégâts. Et en plus de cela, on leur mettrait le statut de ralentissement en plaçant des petits jetons comme ceci sur le plateau pour indiquer qu'ils souffrent de ralentissement, ce qui va affecter leur déplacement. Certaines attaques de zone encore plus puissantes vont avoir une zone de 2 ou de 3. À ce moment-là, toutes les cases qui se trouvent à 2 ou à 3 de la zone ciblée seront affectées par cette attaque. Mais ce sont évidemment des cartes plus avancées qu'on va obtenir en montant de niveau. On passerait donc au tour de la deuxième personne dans la rangée d'initiative et ce sont les ennemis. Lorsqu'on va activer les ennemis, on va tout simplement retourner la première carte du deck de boss et cette carte va nous indiquer les différents ennemis qui vont s'activer et quelles attaques ils vont faire en se référant aux différentes habiletés des ennemis qui sont dans le livre de scénario. Par exemple, on va révéler ici la première carte qui s'appelle Lead from the Front. Donc, on a deux paragraphes. On va les activer de haut en bas. Donc, le premier paragraphe, c'est le boss qui va s'activer. On dit que Rigby va bouger jusqu'au héros le plus près de lui et va faire une attaque de base. On va donc regarder sa valeur de déplacement. Il peut se déplacer de 4. Donc, il va avancer 1, 2, 3, 4. Et il est adjacent à l'archer. Donc, il va pouvoir faire une attaque de base. Et il a un dé blancs pour faire son attaque.
Par contre, mon archer pourrait jouer une contre-attaque pour activer sa carte de class feature. Donc on voit l'icône bleue avec une flèche, c'est une carte qui peut s'activer hors de notre tour de jeu si évidemment l'habilité le permet. Dans ce cas-ci, avec son class feature, il peut l'utiliser pour faire un déplacement lorsqu'un ennemi arrive adjacent à lui. Donc si j'utilise mon class feature, il va aller dans ma défausse, mais je vais pouvoir me déplacer de 4 cases, puisque j'ai un déplacement de 4, ce qui va m'empêcher de me faire attaquer par le boss. Mais disons que je ne dépense pas ma carte et que je vais subir son attaque. Le boss va donc lancer son dé blanc, et ici on a obtenu 1, donc on va descendre de 1 point de vie sur notre échelle de points de vie de notre plateau personnel. Et ensuite, la deuxième partie de la carte d'activation nous dit que chaque membre du gang gobelin va faire une attaque de base s'ils sont évidemment à portée d'un héros. Sinon, ils vont tout simplement faire une action de déplacement. Donc, notre minion, lui, va se déplacer jusqu'à temps qu'il soit adjacent à un héros, que le héros soit dans sa portée. Il va donc avancer de 3 cases seulement, même s'il a un déplacement de 4. Alors que notre archer va se déplacer de 3 cases, et maintenant, il est à portée avec son arc. Il a une portée de 4 sur l'archer, donc il pourra l'attaquer à la prochaine activation. Et lorsqu'on a terminé d'exécuter toutes les actions de la carte d'activation, ça termine cette activation pour le boss. On va donc retourner son jeton d'initiative de l'autre côté et on va passer au tour du cléric. Pour sa première action, notre cléric va jouer une carte de déplacement de base. Elle a un déplacement de 3 cases. Elle va avancer de 3 sur le plateau. Pour sa deuxième action, elle veut jouer sa carte de flamme divine qui permet de faire une attaque d'une portée de 1 à 3 cases. Donc on va essayer d'attaquer le boss qui est ici, qui est à 3 cases de nous, donc la portée est bonne. On peut tracer une ligne de vue entre le cléric et le boss, puisque nos alliés ne nous cachent pas la ligne de vue. On peut donc exécuter cette attaque sur le boss. On voit que l'attaque va lui infliger un dé bleu de dégâts. On va donc lancer le dé bleu. Ici, j'ai 3 dégâts qu'on va ajouter sur la case du boss dans le livre de scénario. Et on voit aussi que l'attaque va lui infliger le statut d'affaiblissement. On va donc prendre un jeton d'affaiblissement et on va le placer vis-à-vis le boss pour se rappeler qu'il subit l'affaiblissement. Et maintenant, jusqu'à la fin de la ronde, ces attaques vont seulement faire la moitié des dégâts. La carte de flamme divine a un X rouge, ce qui veut dire que cette carte n'ira pas dans notre défaut. Cette carte sera retirée de la partie. On ne pourra plus la jouer de la partie à moins de jouer une carte qui nous permet de la récupérer. La cléric a donc fait ses 2 actions et son tour de jeu va se terminer, mais il pourrait activer son habilité passive de guidance qui lui permet de déplacer un héros qui est adjacent à elle à la fin de son tour d'une case, mais malheureusement, il n'y a aucun héros qui est adjacent à elle, donc elle ne pourra donc pas activer cette habileté. On va donc retourner son jeton d'initiative de l'autre côté et on va passer au tour de la guerrière. Pour sa première action, notre guerrière pourrait utiliser sa carte de charge qui lui permet de faire un déplacement de base plus 1, ce qui ferait un total de 5 cases dans une seule direction, mais elle peut passer au travers des autres personnages. Donc elle pourrait bouger de 5 cases, 1, 2, 3, 4, 5, en passant au travers du gobelin, en jouant sa carte de charge qu'on va mettre dans sa défausse. Et comme deuxième action, il pourrait utiliser une attaque de base pour pouvoir attaquer le gobelin minion qui est à côté d'elle, puisqu'elle a seulement une portée de 1, et elle va attaquer avec un dé rouge. Donc ici, on a un 4 de dégâts. Donc avec 1 plus 1, ça fait un total de 5. Donc le gobelin est déjà à 6 blessures sur ses 8 points de vie, donc il est presque mort. On va alors retourner son jeton d'initiative puisqu'il a terminé ses actions, et on passe à la 5e personne dans l'initiative, qui est de nouveau le boss. Donc le boss va toujours s'activer 2 fois à chacune des rondes. On va donc retourner la prochaine carte d'activation et on va suivre les instructions de haut vers le bas. C'est la carte Smash and Grab. Premièrement, on dit que Rigby, si Rigby est adjacent à un héros au début de son tour, il va utiliser son attaque spéciale Smash. C'est le cas puisque l'archer est adjacent à lui. Donc son habileté Smash, qu'on va aller regarder juste en bas, on nous dit que ça attaque avec un dé bleu. On va donc lancer un dé bleu et notre archer mangerait 5 dégâts en pleine face. Mais comme Rigby a le statut d'affaiblissement, il va seulement faire la moitié de ses dégâts et on va arrondir à l'entier inférieur. Donc 5 divisé par 2, ça donne 2.5 et on l'arrondit à l'entier inférieur. Ce serait donc seulement 2 points de dégâts pour notre archer pour cette attaque.
Et par la suite, on nous dit que chacun des archers va attaquer un héros qui est à portée de lui, sinon il va se déplacer. Donc ici, mon archer est à portée de mon guerrier, il va attaquer le héros le plus près selon ce qui est écrit dans le livret de scénario. Il va donc lancer une attaque, il attaque avec un dé blanc. Donc mon guerrier va subir 2 points de dégâts. Il sera donc rendu à 8. Donc on va le descendre ici sur son échelle de points de vie. Le minion ne s'active pas puisqu'il n'est pas indiqué qu'il s'active sur la carte du boss. On va seulement activer les monstres qui sont spécifiés sur cette carte. Ce qui mettrait donc fin au tour du monstre pour sa deuxième activation. Et lorsque tous les jetons d'initiative sont retournés face cachée, cela veut dire que la phase d'action est terminée. On passerait donc à la quatrième et dernière phase de la ronde de jeu, qui est la phase de ménage. Premièrement, les joueurs auront l'opportunité de défausser une des cartes qu'ils ont en main. Et si jamais un héros avait passé son tour, il peut, s'il le veut, dans cette phase, défausser sa main de cartes entière. Donc ici, mon guerrier pourrait défausser la carte de déplacement, puisqu'il ne pense pas trop en avoir besoin et qu'il espère piocher de meilleures cartes à la prochaine ronde de jeu. Par la suite, tous les héros et tous les monstres qui ont subi des statuts négatifs vont perdre ces statuts, donc les jetons seront défaussés et remis dans la réserve générale. Donc Rigby ne sera plus affaibli pour la prochaine ronde de jeu. Mis à part le statut affaiblissement, il y a 3 autres statuts négatifs qu'on peut infliger aux monstres ou que les monstres peuvent nous infliger. Il y a premièrement le ralentissement. Lorsque quelqu'un souffre de ralentissement, chaque action de déplacement va leur donner seulement 1 point de déplacement. On a ensuite l'action étourdissement qui va faire perdre la prochaine activation. Donc si on a étourdi un monstre, il va perdre sa prochaine activation et non toutes ses activations de la ronde. Et on a le statut invisible qui lui est un statut positif. Donc un monstre ou un héros qui a le statut invisible ne peut pas se faire cibler par des attaques qui ciblent seulement une cible. Il pourrait quand même subir une attaque de zone. Si un héros tombe à 0 point de vie, il est considéré comme assommé. À partir de ce moment, il ne peut plus jouer de cartes en réaction, il ne peut plus être ciblé par des attaques des ennemis et son personnage ne compte plus comme occuper une case sur le plateau principal. Si jamais un autre joueur le soigne avant qu'il commence son tour de jeu, à ce moment-là, il pourra agir normalement comme s'il n'était pas assommé. Par contre, s'il commence son tour de jeu et qu'il est à 0 point de vie, il doit décider s'il passe son tour ou s'il veut utiliser une des potions de résurrection de la réserve des joueurs pour regagner des points de vie et agir à son tour de jeu. S'il décide d'utiliser la potion de résurrection, il va se soigner de la moitié de ses points de vie total. Donc, son total était de 10, il sera donc à 5 points de vie. Par la suite, il va prendre sa défausse de cartes, il va la mélanger avec son deck pour former un nouveau deck de cartes. Et il va ensuite lancer un dé rouge et il va retirer ce nombre de cartes de son deck de la partie. Donc, si on retirait les 3 premières cartes qui ne seront plus utilisables pour le reste de la partie. Et si sa main de carte n'est pas complète, il va pouvoir piocher des cartes et il pourra prendre son tour de jeu normalement, donc effectuer ces 2 actions. Et on va recommencer une nouvelle ronde de jeu par la première phase. Donc les joueurs vont repiocher des cartes pour remplir leurs mains. On va ensuite remélanger les jetons d'initiative pour déterminer l'initiative pour cette ronde. Et on va commencer la phase d'action et on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on atteigne la condition de victoire du scénario. Dans ce cas-ci, qui est de tuer Rigby, qui est le boss. Et si jamais les héros venaient à utiliser toutes leurs potions de résurrection et qu'un héros tombait à 0 point de vie, à ce moment-là, il perdrait le scénario. Il y a aussi un objectif secondaire, donc si on a réussi à battre Rigby et qu'on a battu tous ses minions, on aura aussi un succès plus pour la victoire. Lorsqu'on connaîtra l'issue du scénario, une victoire plus ou une défaite, à ce moment-là, on va retourner la page dans le livret de scénario et on va aller lire l'issue selon si on a gagné ou pas pour savoir qu'est-ce qu'on va gagner à la fin du scénario, donc quels objets on va gagner, est-ce qu'on va monter de niveau et où on va s'en aller dans l'histoire par la suite.
Chacun des boss a des objets qui sont identifiés à son nom. Donc ici, c'est les 4 objets de Rigby. Et généralement, à la fin d'un scénario, lorsqu'on a une victoire, on va gagner de certains nombres de ces objets, selon si c'est une victoire plus, et selon le nombre de joueurs. Donc on va mélanger ces cartes d'équipement et on va en gagner une qu'on va pouvoir donner à un des héros qui maintenant pourra posséder cette carte et qui pourra la placer ici. Donc c'est son arme, son épée. Donc ici, je pourrais l'équiper à mon personnage qui pourrait commencer le début de la prochaine partie avec cet équipement déjà placé en haut de son plateau personnel. On peut la donner à n'importe quel des joueurs qui va pouvoir l'utiliser pour le reste de la campagne. Les autres objets qu'on n'a pas gagnés seront placés dans le marché et les joueurs pourront au cours de la campagne les acheter. Ils pourront aussi gagner à la fin des scénarios des sacs d'or qu'ils pourront utiliser pour acheter évidemment de l'équipement et des potions ou d'autres objets pendant la campagne lorsqu'ils visiteront des marchands et que le livre de scénario va nous dire qu'on peut faire des achats. Et de façon générale, on va augmenter de niveau à la fin d'un scénario et c'est là qu'il y a beaucoup de possibilités pour savoir comment on va gérer l'augmentation de notre niveau. On peut consulter le livre des classes qui nous montre les 20 classes qui se retrouvent dans le jeu. On a les 5 classes de base qu'on vous a présentées, mais il y a aussi 15 classes élites qu'on peut débarrer en cours de campagne avec des prérequis de certains niveaux. Il y a même 3 autres classes pour augmenter à 23 avec le pack héros qu'on peut acheter séparément du jeu. Pour l'instant, comme je suis seulement un guerrier niveau 1, je n'ai pas le prérequis pour aucune des classes élites. Donc je dois prendre un niveau dans n'importe quelle des 5 classes de base. Si je prends un niveau dans les classes que je n'ai pas encore, je vais gagner la carte de niveau 1 et toutes les habiletés qui y sont reliées. Mais si je prends un niveau de guerrier, comme je suis déjà guerrier niveau 1, à ce moment-là, je vais donner guerrier niveau 2. On va donc aller chercher la carte guerrier 2 et on voit qu'en bas de la carte, on a le prérequis. Donc pour prendre la carte guerrier 2, on doit avoir évidemment un niveau de guerrier. Et on va avoir ici plus 5 points de vie. Donc le total de notre personnage serait maintenant à 15 si je décide d'aller guerrier niveau 2. Et je vais gagner 2 fois l'habileté Mighty Strike. Ça veut dire que je vais gagner ces 2 cartes dans mon deck. Lorsqu'on retrouve le symbole plus, ce sont des ajouts à notre deck. Donc celles-ci vont s'ajouter dans notre deck à partir de maintenant, puisqu'on serait un guerrier niveau 2. Mais si à la place de devenir guerrier niveau 2, je choisis de devenir cléric niveau 1. À ce moment-là, je vais aller chercher la carte cléric niveau 1. On voit que je vais avoir 4 points de vie de plus, donc j'aurai un total de 14 points de vie au lieu de 15 quand j'étais guerrier niveau 2. Je vais gagner la class feature Soothing Palm, donc je vais avoir 2 class features maintenant. Je vais pouvoir choisir laquelle des 2 je vais placer sur mon plateau au début des parties et l'autre pourra se retrouver dans mon deck ou je peux la mettre dans ma boîte de personnages si je ne veux pas l'avoir pour un scénario. Je vais aussi gagner l'habilité passive de guidance que je vais pouvoir placer dans mes habilités passives. On peut en avoir 3 d'équipés à la fois. Si j'en ai des supplémentaires, je vais les placer dans ma boîte de personnages. Et je vais aussi gagner 2 fois la carte Healing Prayer. Donc je vais prendre 2 fois cette carte et on va pouvoir les ajouter dans notre deck. Donc à partir de maintenant, je suis niveau 2, mais je suis guerrier niveau 1 et cléric niveau 1. Et je vais avoir un total de points de vie à 14. Pour les classes de base, tout le monde peut avoir un niveau dans chacune des classes de base, mais seulement 2 personnages pourront aller au niveau 2 dans une classe de base et seulement un personnage pourra aller au niveau 3 et plus dans une classe de base. On devra donc discuter avec les autres joueurs pour savoir quelle classe élite on veut débarrer pour ne pas se piler sur les pieds avec les différentes classes de base. Même si j'ai pris un niveau de cléric, je vais garder la carte du fighter puisque c'est ma classe de base de départ. On ne change donc pas la classe de base du personnage lorsqu'on gagne des niveaux dans une autre classe de base. Lorsqu'on monte de niveau, on peut aussi ajouter, si on le veut, une carte d'attaque de base ou une carte de déplacement de base à notre deck. Et on peut aussi retirer une carte de notre deck. La prochaine fois que je monte de niveau, je pourrais prendre le niveau 2 de guerrier, je pourrais prendre le niveau 2 de cléric, le niveau 1 de voleur, le niveau 1 d'archer, le niveau 1 de magicien, ou je pourrais prendre une classe élite si j'ai les prérequis pour celle-ci. Dans notre situation actuelle, j'ai les prérequis pour la classe élite de paladin. Donc je pourrais prendre comme 3e niveau le premier niveau de paladin, qui est une classe élite qui me demande comme prérequis un niveau de guerrier et un niveau de cléric. Chaque classe élite ne peut être gagnée que par un seul personnage. Donc si je deviens paladin, aucun autre des personnages dans cette campagne ne pourra être paladin.
Lorsque je gagne une classe élite, je vais remplacer ma carte de classe de base par la carte de la classe élite, qui est ici celle du paladin. Donc on voit que j'ai encore un dé rouge pour attaquer, mais maintenant j'ai une portée pour mes attaques de 1 ou 2 cases, et j'ai un déplacement de 4 cases. J'ai aussi une habileté qui me permet de me soigner d'un point de vie à chaque fois que je vais faire une attaque de base. Le premier niveau de paladin va me donner 5 points de vie maximum, ce qui va m'amener à un total de 19, et je vais gagner la classe feature du bouclier divin, que je vais pouvoir commencer d'équiper sur mon plateau si je le veux, à la place de mon class feature de guerrier, qui lui, je peux le placer dans mon deck, ou je peux l'enlever et le mettre dans ma boîte de personnage si je ne veux plus utiliser cette carte. Et la prochaine fois que je vais monter de niveau, je pourrais prendre le niveau 2 de paladin, qui me donnerait aussi 5 points de vie, ce qui m'amènerait à un total de 24, et qui me fait gagner l'habilité passive de rétribution divine, que je vais pouvoir équiper sur mon plateau de personnage, qui me permet d'utiliser mes habilités de soin pour faire des dégâts. Et je vais gagner l'habilité de bouclier divin, donc la carte d'action de bouclier divin, mais on voit que c'est un symbole avec 2 flèches, donc ce n'est pas un symbole d'addition, ce qui veut dire que cette carte devrait être ajoutée, mais qu'on devra en enlever une aussi de notre deck, donc pour éviter que notre deck ait trop de cartes au fil de la campagne. Et on va continuer la campagne, on va suivre l'histoire, on va enchaîner les combats avec différents boss, on va augmenter notre personnage en niveau et on peut se rendre au maximum à un niveau de personnage de 10. On devra donc gérer combien de niveaux on veut de chacune des classes pour essayer de monter les meilleurs personnages pour passer au travers de la campagne. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Adventure Tactique Domian's Tower. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce qu'on pense de Adventure Tactique Domian's Tower? Donc j'ai encore invité LP pour faire la critique parce que c'est un jeu qu'on a chacun joué la campagne au complet, chacun de notre côté en solo. Donc on va pouvoir vous partager notre expérience sur ce jeu. On va commencer par les points positifs. Premièrement, je pense que c'est majoritairement un jeu de cartes, là. On se cachera pas que dans la boîte il y a énormément de cartes. Je pense que la qualité des cartes c'est correct. Je pense pas qu'on ait besoin de le sleever nécessairement. Là. La qualité est bien pour ça. Les dés aussi qui sont très beaux. C'est des dés custom. Là. Dans le fond, il y a différentes couleurs. Puis selon la couleur du dé, ben, le dé va avoir un minimum, un maximum qui est différent. Par exemple, le dé blanc, c'est de 1 à 3. Le dé rouge, c'est de 2 à 5, etc. Fait qu'il y a quand même une variété dans les dés qui sont là. Puis des beaux petits symboles qui fit avec les symboles qui sont sur les cartes de personnages et tout ça. Fait qu'en somme, je pense que c'est le côté matériel qui est bien. Pour le reste, on reviendra tantôt. Il y a des petites affaires un peu moins bien réussies, donc on soulignera ça tout à l'heure. Sinon, je pense qu'il nous a attiré le plus vers ce jeu-là. C'est le thème, en fait. C'est le thème d'un jeu qui s'inspire de Final Fantasy Tactique, un jeu vidéo qu'on a joué dans les années 90, qu'on a chacun bien aimé. Moi, c'est comme mon deuxième jeu vidéo favori de tous les temps. Puis, moi aussi, c'est un top 5 comme faux. Donc, c'est ça. Fait qu'un jeu qui s'inspire de ça autant par son visuel que par le fonctionnement, l'évolution des personnages. Fait que c'est ça qui nous a attirés dans le jeu. Puis, est-ce que ça a bien réussi, selon toi, avec ce thème-là? Ben, je dirais que c'est probablement sa plus grande force, c'est la façon dont il va aller chercher ce qu'on aimait tant de ce jeu-là. T'sais, moi, mettons, si je décris les deux choses qui rappellent le plus les jeux de Final Fantasy Tactique, ben, premièrement, il y a le système de combat, qui est un système de combat tactique en grille. Fait qu'on a nos personnages, ils ont un certain nombre de points de déplacement, ils vont faire des attaques, ils ont des portées, qui ont des zones d'effet, etc. Puis on va vraiment se timer en fonction de se programmer en fonction de ce que les autres joueurs vont faire autour de la table, de comment les ennemis vont réagir. On essaie d'apprendre le comportement des ennemis. Puis c'est un tour de jeu qui est pas aléatoire. Ben oui, qui est aléatoire, mais qu'on le sait au début du tour, on va jouer dans quel ordre. Mais c'est pas les héros jouent, puis ensuite les méchants jouent. Il peut y avoir 2 héros qui jouent, le méchant prend un tour, un autre héros joue, le méchant prend un tour, puis le dernier héros va jouer. Il y a une petite mécanique comme ça, comme on l'a vu dans l'explication que tu viens de faire. Fait que ça apporte beaucoup, beaucoup de tactique. Fait que ça, c'est le premier aspect. Puis le deuxième aspect, c'est évidemment l'évolution des classes. Ah, vraiment? C'est probablement là qu'il va le plus aller chercher quelque chose d'original, puis qu'on n'a pas souvent vu dans les jeux de campagne
les board games de campagne où on va prendre un niveau de guerrier, puis ensuite je vais prendre un niveau d'archer, puis ça va me permettre d'aller chercher la classe Beast Trainer, puis là, si j'ai pris plutôt 2 d'archer, je vais pouvoir devenir Ranger, mais 2 de machine, je peux devenir Necromancer, etc. On va aller chercher des nouveaux pouvoirs, puis on va vraiment personnaliser. Puis tu l'as expérimenté, je l'ai expérimenté, puis c'est le fun, parce que si je ne me trompe pas, on n'a pas pris aucune classe en commun dans nos 2 campagnes qu'on a faites sur 7 personnages différents. Puis chaque personnage a vraiment un feeling, une façon de jouer, une sensation complètement différente à la fin de la partie. Là. Il n'y a rien à voir avec ce qui était au début, puis il n'y a rien à voir avec ce que les autres font autour de lui à la table. Là. Ouais, puis avec quoi tu le mélanges, ça peut changer. On peut faire chacun un paladin, mais après ça, une fois que tu as fini ta classe de paladin, tu peux aller plus dans fighter ou plus dans cléric pour moi. Exactement. On peut avoir même 2 paladins dans nos campagnes qui sont différents parce qu'on leur a pas mis tous les mêmes niveaux, des mêmes classes. Fait que tu peux vraiment fabriquer tes personnages comme tu veux. Puis, il y a 23 classes dans le jeu. Là. Il y a les 5 classes de base, mais il y a 18 classes élites que tu peux explorer dans le jeu. C'est énorme au niveau de la rejouabilité dans le jeu. Là. Oui, c'est énorme parce que ça te prend du temps à aller les chercher, ces classes-là. Puis tu peux commencer, j'ai un personnage qui a 1 ou 2 niveaux d'une classe d'élite, puis 1 ou 2 niveaux de l'autre classe d'élite. J'en ai un autre qui a maximisé sa classe d'élite. Rajoute à ça les items que tu trouves qui viennent quand même personnaliser ton deck. J'ai un personnage qui est pas très mobile, mais j'ai trouvé une paire de bottes qui peut sauter à l'autre bout de la map, des trucs comme ça, où tu vas aller corriger des défauts ou affiner des forces. Fait que tu as vraiment une rejouabilité, une customization, le terme, une personnalisation monstre de ton deck. Tu peux ajouter et enlever des cartes à tous les niveaux que tu fais. Ils n'ont pas cassé la tête pour la façon dont tu vas réduire ton deck pour enlever tes cartes de base. Tu peux juste le faire à tous les niveaux. Fait que c'est vraiment, vraiment des belles mécaniques pour développer ton personnage. C'est là que le jeu est plus fun. Moi, j'irais même jusqu'à dire que c'est probablement mon système d'évolution de personnage préféré dans tous les jeux de société que j'ai joué de ce style de campagne. Là. Ouais, parce qu'en plus, il le fait simplement. Tu calcules pas d'expérience. À la fin d'une bataille, généralement, tu montes d'un niveau. Des fois, si tu as perdu la bataille, peut-être que tu ne monteras pas, mais tu vas monter à la bataille suivante. Mais fait que c'est pas complexe. Tu as joué une partie, tu montes d'un niveau. Ton niveau, c'est que tu rajoutes une carte dans ton. Tu rajoutes une carte de niveau. Puis là, ça va te faire modifier un petit peu ton deck. Tu peux enlever et ajouter une carte de base aussi si ça te tente. Fait que c'est simple. D'une partie à l'autre, t'as pas une si grosse impression que ça, t'as changé, mais plus les parties avancent, plus tu te rends compte à quel point ton personnage est plus le même, puis que tu t'as hâte d'essayer tes 2 nouvelles cartes qui sont rentrées dans ton deck à la partie suivante. C'est vraiment un système extrêmement solide pour faire évoluer ton personnage. Mon préféré, peut-être. Peut-être. Puis, il n'y a pas juste les règles d'évolution, je pense, qui sont simples, mais en fait, les règles en général du jeu, le fonctionnement d'un tour de jeu, le fait, tu as un personnage, tu as 2 actions, mais tu joues 2 cartes, les cartes, tu vas faire ce qui est écrit dessus. C'est super simple, le côté mécanique un peu du jeu en général. Fait que ça se prend bien en main, puis le jeu va bien évoluer parce que les boss au début, ils n'ont pas beaucoup d'habiletés, ils sont quand même simples à gérer. Puis là, plus tu avances des scénarios, plus tu te rends compte que bon, les boss deviennent de plus en plus complexes. Fait que, le jeu va comme évoluer autant en complexité qu'en difficulté. Puis honnêtement, j'ai eu des vraiment bons défis dans ce jeu-là. Au début, je me disais, le monde le disait que c'est un jeu de combat tactique familial. Puis que ça va être facile. Fait que j'étais comme, ça va être le fun de faire des personnages. Je vais rouler là-dessus vraiment facilement. Puis je vais avoir du fun. Mais pas du tout, en fait. Je te dirais qu'au moins le 3/4 des boss, j'ai eu de la misère à les battre. Puis à un moment donné, des fois, parce que les boss, c'est comme tout le temps une phase d'apprentissage. Parce que tu sais pas c'est quoi ses attaques, tu sais pas comment ils fonctionnent, il va te faire apparaître des obstacles, des minions, des affaires de même. Tu n'as aucune idée. Fait que tu as quand même une phase d'apprentissage qui est intéressante. Puis après ça, c'est de voir comment ce combat-là va évoluer. Puis des fois, après 2 rondes de combat, j'étais comme, non, là, faut que je change ma stratégie, ça marchera pas. Si je continue de même, je vais perdre, ça marchera pas. Fait que je fais un 180 degrés, puis j'essaie d'autres choses. Puis j'ai fait ça souvent dans mes combats. Puis c'est satisfaisant, ce côté-là. D'apprentissage, puis de voir que tu te fait challenger intellectuellement, puis de revoir ta stratégie de combat avec les personnages que tu as montés aussi, parce que moi j'avais 3 personnages, fait que j'avais pas trop de personnages qui avaient des attaques de zone. Fait que les boss qui faisaient apparaître plein de petits minions à un point de vie, bien fatigants, ou des obstacles un peu partout. Moi, j'avais de la misère à gérer ça parce que j'avais pas quelqu'un qui pouvait tout détruire ça d'un coup. Fait qu'il fallait vraiment que j'utilise les forces de mes personnages puis comment j'avais monté mon équipe. Fait que ça, pour vrai, les boss, de la manière qu'ils sont designés aussi, sont tous différents les uns des autres, puis ils ont tous des mécaniques ultra thématiques aussi.
Fait que ça, j'ai vraiment aimé le challenge que les boss ont offert. Là, ça a été vraiment satisfaisant comme expérience de jeu. Là. Oui, c'est vrai que surtout, tu sais, moi, dans mon cas, ça a été, disons, les deux premiers tiers que j'ai trouvé. Tu sais, la première partie, c'était pas si pire, c'était de l'apprentissage. À partir du deuxième combat jusqu'au 10e, ça a été très difficile. Il y en a quelques-uns, je ne les ai pas tous gagnés. Il y en a eu des vraiment, vraiment raides. Le Dragoon, on en révélera pas le plus. Dragoon, le Kraken. Il y en avait des difficiles. À la fin de la game, j'en parlerai dans mes petits côtés négatifs. À la fin de la game, là, j'ai eu Walk in the Park, là, les 2-3 dernières parties. Ouais. Mais ça, j'y reviendrai. Mais sinon, oui, quand même, le niveau de difficulté est super intéressant. Puis moi, ça m'avait surpris un peu parce que je ne m'attendais pas à un jeu qui était strictement du combat contre des boss. C'est juste ça qu'il y a dans ce jeu-là. C'est comme si, finalement, tactique, tu enlevais toutes les batailles que tu rencontres du petit monde de façon aléatoire, 3-4 guerriers, 2 archers puis un prêtre. On va juste d'un boss à l'autre. Des fois, le boss, il y a des minions avec lui, comme tu l'as dit. Mais ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que il rentre un petit peu dans la vague depuis 1, 2, 3 ans. Il y a beaucoup de jeux de ce type-là, que c'est des boss fights, là, Primal, Oathsworn, etc., qu'il n'y en a plus. Puis lui, il rentre un petit peu là-dedans aussi. Fait que j'ai trouvé ça intéressant qu'au lieu d'aller juste vers plein de petits monstres que j'enligne un arrière de l'autre, non, c'est toujours des combats épiques, là, difficiles, avec des mécaniques originales d'une partie à l'autre. Fait qu'il n'y a jamais deux combats qui se ressemblent. Ouais, c'est ça, c'est pas un dungeon crawl, il n'y a pas d'exploration de donjon en tout cas. C'est vraiment, on fait un combat de boss, on passe à l'autre, on fait un autre combat de boss et on enchaîne ça comme ça. Ouais, ça, puis il peut y avoir une phase de marché entre les combats où j'achète puis je vends de l'équipement, des trucs comme ça, là, mais c'est vraiment juste d'un combat de boss à l'autre avec une petite trame narrative qui vient tisser tout ça ensemble. Là. Ouais, puis j'ai trouvé que la longueur de la campagne était parfaite. Moi, ça m'a pris, je pense, une douzaine de parties. Fait que, tu sais, le niveau maximum, c'est le niveau 10 aussi. Fait que, tu sais, j'ai fait les 3 derniers combats que j'étais au maximum de niveau. Fait que là, mes personnages étaient à leur plein potentiel. Fait que ça te permet d'aller sur les boss finaux avec tes personnages au maximum puis de voir, justement, si t'es as bien monté puis si t'es efficace. Ouais, puis ça, j'ai trouvé ça, c'est niaiseux à dire, mais j'ai trouvé ça le fun qu'en fin de partie, parce qu'en fin de partie, sans rien révéler, il s'assure que tu vas être tu l'obtiens ton niveau maximum de différentes façons. Je vais laisser nos fans découvrir comment. Mais il s'assure que tu vas l'avoir ton niveau maximum puis pour plus qu'une bataille. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça te permet de profiter de tes personnages. J'espérais justement que ça soit pas le genre de jeu que l'avant-dernière partie, là, j'ai mon niveau maximal, je joue avec une fois, puis après la campagne est finie. Non, j'ai pu jouer avec 2, si c'est pas 3 fois avec mes personnages maximisés où je peux peut-être changer une carte d'équipement entre les parties, mais que là, il est à son plein potentiel, puis ça paraît, là, je le sens qu'il est fort. Ouais, puis la durée des parties aussi, je la trouvais le fun. T'sais. Moi, ça me prenait entre 45 et 60 minutes là, faire un combat, un boss. Incluant les petits détails de montée de niveau à la fin, choisir des nouvelles cartes, préparer la prochaine partie. Fait que c'était quand même une belle durée. C'est le genre de jeu que tu pourrais enchaîner 2-3 parties facilement dans une soirée. Oui, puis moi je l'ai fait parce que ça, on y reviendra dans quelques instants. Le setup, c'est autre chose. Mais comme les parties, ils s'enchaînaient bien dans une soirée, souvent j'en jouais 2. J'ai peut-être joué en 6 fois la campagne complète, peut-être même en 5, parce que je pense que les 3-4 dernières parties, je les ai jouées une en arrière de l'autre. Okay. Fait que oui, c'est un très très bon durée. Puis c'est ça. Fait que pour les points positifs, là, beau jeu tactique, du beau matériel, système de progression extraordinaire, des belles réflexions à avoir, des bonnes décisions à prendre. Puis des boss bien designés aussi, puis bien différents, c'est le fun. Oui, puis différents les uns des autres, c'est ça. Puis mine de rien aussi, si je peux me permettre, au niveau de la trame narrative, t'as quand même suffisamment de choix pour dire si je reprends la campagne du début là, je vais avoir certains moments dans la campagne où je vais pouvoir décider d'aller à gauche plutôt que d'aller à droite. Ouais, je pense qu'il y a 4 boss que tu fais pas. Là, à un moment donné, t'as des choix, tu sais. Vers boss A ou vers boss B, là, fait que tu vas en faire un des deux. Là. C'est ça, fait que c'est sûr que si on refait la campagne, le boss final, ça va être le même. Il y a certains boss qu'on va croiser, des boss importants au niveau de la campagne, de la trame narrative, mais je vais avoir quand même un peu de variété, puis je ne serai pas obligé de réaffronter toutes les mêmes dans le même ordre. Ouais. Fait que ça aussi, c'est quand même positif. On va regarder un petit peu les côtés négatifs. Premièrement, on va y aller avec le matériel. Il y a quelques composantes qui font pas trop la job. Puis je sais que la compagnie a aussi fait une sortie là-dessus. Mais toutes les tuiles de carton et les plateaux de joueurs, ils gondolent énormément. C'est ridicule comment ça gondole. Donc la qualité est assez médiocre de ces plateaux-là. Puis même chose avec les plateaux de joueurs, là. Donc, ils gondolent énormément. Là, je pense qu'on le voit là, que c'est loin d'être droit. Là. Puis à chaque fois que je commence une game, il faut
faut que j'y plie comme ça un peu pour essayer que ça soit le minimum droit que ça tienne dessus. Là. Ah oui, puis sur la campagne Kickstarter, entre autres, puis sur certains réseaux sociaux, il y en a qui en faisaient des blagues qui disaient c'est plus des plateaux de joueurs, c'est des bols de joueurs. Ouais, c'est ça, c'est ridicule. Ouais. Sinon, l'insert de la boîte, c'est un jeu de cartes, fait qu'il y a beaucoup de place pour mettre des cartes, mais c'est vraiment tout serré là-dedans. Puis les Hero Pack rentrent même pas dans l'insert de cartes parce qu'il n'y a plus de place. Ah oui. Ouais, l'insert, il est drôlement désigné. Moi, personnellement, il est plus dedans. Je me suis fait des sacs avec les différentes classes. Il est drôlement designé parce que c'est comme 2 colonnes qui sont pas une à côté de l'autre pour placer toutes tes cartes. Weird. Si tu as acheté le Hero Pack, qui est pas tant de cartes que ça de plus, peut-être une trentaine au total, mais il rentre pas dedans. Fait que là, c'est super serré. Fait qu'il faut que tu mettes des cartes dans les boîtes de personnages, les boîtes que tu utilises pas. Bref. C'est pas grand-chose, mais oui, en effet, c'est problématique. Puis sinon, les figurines, là, en fait, il y a des figurines juste pour les héros. Puis si tu as acheté les Hero Pack, tu as la figurine pour le boss final. Ouais. Mais les figurines sont même pas à l'échelle des standees. Non. Non, t'es moins impressionnant que le premier petit gobelin que tu. Les figurines sont tout petites, mais les standees sont comme 2 fois plus hauts ceux des héros. Fait qu'il fit plus avec les monstres qui sont à l'échelle des standees, en fait. Donc, honnêtement, il y a juste pas du mètre de figurines rendu là. Ouais, je pense qu'il était plus beau en Standy. Puis Standy, il y aurait eu une option que j'aurais aimé qu'il ait, je t'en avais parlé. Moi, surtout si ce jeu-là, tu veux le jouer en solo, il faut savoir que c'est un jeu de 3 à 5 joueurs. Si tu joues solo, tu dois contrôler un minimum de 3 joueurs. Puis moi, avec les Standy, les figurines, le petit problème que j'ai eu, c'est qu'en début de partie, tu as tes 5 personnages, tu choisis un des 5. Moi, disons, dans mes 2 personnages, j'avais choisi la guerrière et la prêtresse. Tu n'es pas obligé, avec la prêtresse, de prendre la classe prêtre, mais la figurine est clairement faite pour ça. Ce qui fait que si j'ai décidé plutôt de faire un guerrier avec ma figurine de prêtre, comme le style visuel qu'ils ont choisi, c'est de personnaliser l'image de chacune des cartes à un des 5 personnages, ben, sur toutes les cartes de guerrier, c'est une des filles qui est là. Mais si moi j'ai la prêtresse, moi personnellement, à cause de ma carte sur mon plateau de joueur qui était l'image du guerrier, j'ai passé ma game à mélanger parce que les 2 bonhommes ils étaient inversés. En fin de partie, la prêtresse était devenue champion. Puis sur la carte du champion, c'est le personnage de l'autre fille. Puis l'autre fille était paladin qui est inversé son personnage. Fait que je passais mon temps à mélanger les deux. J'aurais payé un 10-15$ de plus pour avoir des standees que mon standee de paladin, j'ai les 5 personnages, puis mon standee de guerrier, j'ai les 5, puis mon standee de mage, j'ai les 5. Puis comme il y a 23 classes fois 5 personnages, ça aurait fait une centaine de standees, ça aurait peut-être coûté un 10-15$ de plus, ça aurait été comme 1 ou 2 feuilles de standees. Mais... Au lieu des figurines, mettons. Ouais, c'est ça, à la place des figurines. Ouais. C'est ça, j'aurais pas pris figurines, j'aurais pris juste ça parce que des fois, ça peut causer de la confusion en fin de partie, c'est pas grand-chose. Puis ça va être surtout pour un joueur solo, parce que si tu joues à 4, évidemment, moi je le sais c'est lequel mon bonhomme, j'aurais pas de misère à le suivre sur le plateau, mais quand t'en contrôles plus qu'un, ça peut être problématique. Moi aussi, j'ai joué en solo, moi j'ai joué à 3 personnages, puis mettons à partir de la moitié de la campagne, les boss commencent à avoir une bonne complexité. Des fois, il y en a qui ont 2 pages complètes de texte d'habileté pour le boss, toutes ses habiletés, des habiletés passives, des attaques. Puis il y a 2-3 minions différents, mais chaque minion a ses habiletés passives, ses attaques, plus mes 3 personnages. Moi, je trouvais que c'était beaucoup de choses à gérer pour une seule personne. Ça m'essoufflait mentalement des fois. Puis ça a fait que j'ai joué tout le temps mes parties une à la fois parce que je trouvais qu'après une partie, j'étais comme ouf, c'était intense de gérer tout ça. Fait que tu sais, je peux pas le recommander pour un jeu solo, à moins que vous aimiez vraiment gérer plein d'affaires en même temps. Ça va bien y aller, mais pour moi, je le rejouerais, mais en multijoueur cette fois-ci. Ouais. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé l'expérience solo. Je suis habitué, j'aime plus les jeux solo que toi en partant, fait que je suis habitué de gérer pas mal d'affaires. Ça, j'ai trouvé ça pas si peu. Là où j'y apporterai un bémol par rapport à ce que j'ai lu beaucoup sur le net, c'est qu'il est beaucoup vendu comme étant un jeu familial. Puis, je suis pas en désaccord avec ça, mais je garderais juste le petit caveat, la petite notice en tête que, j'ai joué une partie avec mon garçon, puis lui est arrivé, mettons, en mi-campagne, il a joué juste une game parce qu'il voulait voir comment ça fonctionnait. Les 2-3 premières parties, je suis d'accord pour dire que c'est un jeu qui serait familial. Mais rendu, justement, comme tu as parlé tantôt, au Kraken, au Centaure, etc., il y a des boss qui ont 1,5 pages de règles qu'il faut retenir, puis là, il faut pas que j'oublie que lui, si j'arrive de tel côté, je fais ça, mais si j'arrive de l'autre bord, je fais ça, puis là, il y a un archer pogné là-bas qui fait ça, puis lui, c'est la moitié des dégâts si j'attaque je mets lui, c'est la moitié qu'un des bleus. Puis plein d'affaires. C'est ça, puis tes bonhommes, ils ont plein d'habiletés. Fait que pour un jeune ado ou un enfant qui joue à ça, ça se peut que ça soit beaucoup d'informations assimilées en même temps. Je ne sais pas à quel point ça serait vraiment un si bon jeu familial que ça. Peut-être qu'il y a
Les fans pourront nous le dire. Mais moi, je suis moins certain que les jeux familial. Je le trouve quand même relativement gamer, surtout en fin de partie. Ouais. Il est facile à prendre en main. Le système d'action, il est facile à faire, mais tu as quand même beaucoup de choses à prendre en considération. Si je vais là, ça crée une contre-attaque de lui qui fait apparaître lui, qui fait déplacer lui, que lui, je me place pour être dans son heal. Il y a beaucoup de choses à tenir en compte. Fait que c'est pas si familial que ça, j'ai trouvé. Comme beaucoup de jeux sur Kickstarter, le livre de règles manque de précision à beaucoup d'endroits. Ouais. Donc, des fois, on lisait une règle, on s'en parlait ensemble. Moi, je te disais, moi, j'ai interprété ce règle-là de même. Puis toi, non, moi, je l'interprétais de même. Fait que là, tu sais, il y avait beaucoup de place à interprétation sur beaucoup de règles. Donc, des fois, on consultait les forums. Mais je sais que l'auteur était quand même actif sur les forums de BGG. Là. Oui, très actif. D'ailleurs, moi, j'avais posé une question sur BGG et c'est l'auteur lui-même qui m'a répondu parce que la petite référence que je faisais tantôt, c'est que moi, comme toi, j'ai acheté le Hero Pack. J'ai voulu essayer l'une des classes qui était dedans. J'ai essayé le Time Mage. Puis là, ça a bien été, c'est pas fait, j'ai pas vu de différence en autre puissance avec les autres, mais à un moment donné, il a pogné un niveau, il y a une habileté qui est rentrée. Puis là, j'ai commencé à détruire. C'était à 3-4 parties de la fin, mais les 3-4 derniers boss fight, je les ai gagnés en 1 ou 2 tours de jeu. Puis j'avais écrit pour dire, là, voyons, est-ce que je fais tout bien? Voici comment j'interprète comment le time made se joue. Est-ce que je fais bien ça? Puis l'auteur lui-même avait répondu, oui, c'est qu'on a manqué une petite affaire de playtest avec lui. Puis lui, on l'a échappé un petit peu. Il brise le jeu, celui-là. Ouais, c'est parfait. C'est vraiment pas la fin du monde parce que c'est une classe parmi les 18. Puis moi, je l'ai fait j'ai pas d'intérêt à la réessayer. Mais si jamais vous trouvez ça tough, rajoute un time mage dans ton équipe, ça va bien se passer. Sinon, ben, le jeu est juste disponible en anglais, puis j'ai pas vu de plan d'aucun éditeur pour le traduire, donc malheureusement, pour ceux qui veulent justement un jeu en français, ben, c'est pas le cas pour l'instant. Peut-être que dans 1 an ou 2, quelqu'un va s'y intéresser assez pour vouloir le traduire, mais c'est pas le cas pour l'instant. Oui, parce qu'à date, les critiques qui sortent à gauche, à droite sont quand même tout assez, j'irais jusqu'à dire dithyrambiques. C'est un jeu qui a des très très bonnes critiques. Puis il y a déjà un autre Kickstarter. Il n'y a pas de date précise encore, mais ils ont déjà dit qu'ils allaient faire une suite pour pouvoir, j'espère, avoir plus de quêtes. J'espère davantage des quêtes que des nouveaux personnages. Mais donc, peut-être qu'on peut espérer que, comme tu dis, ça va créer suffisamment de base pour que quelqu'un traduise ça. Puis sinon, il y a une certaine narration entre les scénarios, puis bon, il y a une histoire qu'on suit. Des fois, on a des petits choix narratifs, donc d'aller par là, ou selon si on a gagné ou perdu, on va arriver par là, mais je trouvais qu'au final, ça tournait en rond, puis ça revenait pas mal à la même affaire. Ouais, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment juste la trame narrative, c'est vraiment juste une colle qui tient tout ça ensemble. Parce que tu vas même avoir les boss importants qu'il faut que tu affrontes pour la narration. Si tu décides de ne pas y aller la première fois que tu peux le croiser, tu vas le recroiser plus tard de toute façon. Fait que l'histoire narrative, c'est vraiment quelque chose de très très basique là, au niveau fantastique. Là. Il y a un méchant quelque part, on s'en va pour aller le tapocher, puis on rencontre une couple d'adversaires en chemin. Ouais, exactement. Ça fait que c'est rien d'extraordinaire. Il y a même, je spoilerai rien, là, mais il y a même des choix étranges qu'ils donnent en fin de campagne. Ouais, non, c'est vraiment weird les choix à la fin. J'ai comme il y a des autres qu'on en reparlera si des gens nous posent la question spécifiquement, on va pas rien spoiler, mais il y a des choix weird à la fin. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Mais voilà. Fait que, mais sinon, c'est vrai, la trame narrative est assez légère. As-tu d'autres choses à ajouter? Ben écoute, non, je pense que ça fait assez bien le tour. Tu sais, c'est vraiment, moi ce que j'aime souvent dire, un peu comme toi, c'est vraiment qui ça va cibler. Si on aime les jeux de combat tactique quand même assez crunchy avec un système d'évolution, c'est vraiment super. Si on déteste tout ce qui est améritrage parce qu'on lance quand même beaucoup de dés, fait que les résultats peuvent être très aléatoires. Des fois, tu peux sur le même jet de dés, tu peux avoir entre 3 et 18 succès. Fait que si ça, c'est un aspect qu'on n'aime pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas tant de façons de ça que de mitiger. Il y a des personnages qui vont gagner des rerolls, des trucs comme ça, mais il n'y a pas tant. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas tant de façons de mitiger notre malchance dans ce jeu-là. Si ça nous énerve, probablement que c'est un jeu qui va nous déplaire. Mais si l'aspect de personnaliser son personnage tranquillement d'une partie à l'autre, d'aller chercher une ou deux nouvelles cartes, l'aspect deck building, de piger ses cartes, d'acheter ses cartes, de brasser ses cartes, tout ça. Si ça, c'est quelque chose qu'on aime, c'est vraiment quelque chose qu'on va aller. Qui va avoir une grande rejouabilité puis un grand intérêt pour nous, je crois. Puis moi, pour lui donner une note finale, malgré les petits irritants qu'on y a trouvés, les règles pas précises, certains matériels qui sont ordinaires avec les plateaux qui gondolent, des petites affaires comme ça, la trame narrative plus ou moins intéressante, malgré ces petites faiblesses-là,
je pense que ça change pas grand-chose à l'expérience de jeu au final. Non. Parce que justement, le côté combat tactique est tellement bien fait, tellement bien ficelé. L'évolution des personnages est vraiment le meilleur système que j'ai vu et essayé dans un jeu. Donc, pour moi, là, je pense que je vais quand même y aller avec un A+, pour ce jeu-là. Tellement j'ai aimé ça. Ouais, ben moi je serais pas surpris que dans ton cas, ça devienne un de tes dungeon crawl préférés, tu sais, la thématique, la saveur du jeu, tout ça. Ben c'est pas un dungeon crawl vraiment, mais c'est un jeu de combat tactique. Ouais. Moi, dans mon cas, pour lui mettre une note, j'irais avec un A. On s'entend que ça fait quand même une excellente moyenne. Ouais. J'irais avec un A tout simplement parce que j'ai beaucoup de jeux de ce type-là, puis Star a une belle place. Puis si je suis déjà all-in ou à peu près dans la prochaine campagne qu'ils vont faire, s'ils amènent juste une ou deux campagnes différentes, un ou deux personnages de plus, puis que tout fonctionne bien là-dedans, puis qu'ils viennent corriger une ou deux petites erreurs, pas des erreurs, mais une ou deux petites faiblesses au niveau de la clarté des règles, c'est un jeu qui peut facilement monter à A+. C'est un des coups de cœur définitivement du début d'année 2021, puis je suis à peu près sûr qu'il est sur nos deux listes à la fin de l'année. Et je suis pas mal sûr qu'il va se rendre à notre top de 2021 tellement. Ça a été une belle expérience. Ouais. Pour que je le joue en solo au complet, la campagne. Ah oui, parce que, tu sais, on y cherche des bébites parce qu'on essaie toujours de donner les petits aspects négatifs qu'il y a dans un jeu, mais tu sais, les deux, entre le moment puis on l'a reçu, puis le moment où on a terminé la campagne, ça a pris quoi, 10 jours, 2 semaines? Ouais, 2 semaines maximum, là. Ouais, puis là, on a joué les parties par jour. Hein. C'est ça, puis là, c'était 12-13 parties, une campagne. Fait que c'est vraiment une super belle découverte si on est. On peut mettre la main dessus, puis si on est capable de se débrouiller en anglais, évidemment. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, fait que je pense. C'est vrai, on est lundi. Oui. On va donc donner une question du jour, participer au concours du lundi du mois de mars 2021 pour gagner le jeu Trekking The World. Donc, notre question du jour est la suivante. Quel est votre jeu de combat tactique favori? Donc, vous nous laissez ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour participer. Puis, si jamais vous nous supportez sur Patreon pour 5$ et plus, vous avez aussi une participation automatique au concours. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme en bas pour vous abonner. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous voulez nous encourager, vous pouvez aller sur notre campagne Patreon. On va vous souhaiter à tout le monde une excellente fin de journée et continuez de gamer. Faites attention à vous.